Pardon, désolé. C'est bon, pas de souci. Eh bien, bonjour à tous, je suis donc Marie Michelet, je suis PH au centre spécialisé de l'obésité du CHU de Bordeaux et je vais vous résumer en 20 minutes un peu ce qu'on fait dans le service. Déjà, on va parler de l'obésité. La définition de l'obésité, elle est un peu particulière, elle est définie souvent par un indice de masse corporelle, le poids divisé par la taille au carré, supérieur à 30, et responsable de complications. Il y a quand même des limites à l'IMC, elles sont importantes. Ici, vous avez deux hommes avec un IMC identique. Clairement, ils n'ont pas le même risque métabolique. Et ici, à droite, vous avez des coupes en L3 de scanner de patients qui ont le même IMC, 29,4. En rouge, c'est la surface musculaire, et vous vous rendez bien compte qu'on peut passer du simple au double de surface musculaire. Donc l'IMC, ce n'est pas un très bon indicateur pour parler de la masse grasse, ni pour parler de la masse musculaire. Et donc, on va préférer définir l'obésité par un excès de masse grasse qui va avoir des conséquences néfastes pour la santé. Je vous ai mis les normes ici. Après, la difficulté, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est plus facile de faire monter un patient sur la balance pour avoir un poids que de faire une impédance-métrie pour avoir la masse grasse. L'HAS, elle a essayé de grader l'obésité. On parlait très longtemps de l'obésité grade 1, grade 2, grade 3, obésité morbide, selon juste l'IMC. Et encore une fois, finalement, l'obésité, ça ne peut pas se résumer à juste un IMC. Donc on va finalement, en vert, définir des patients obèses peu compliqués selon le retentissement médical, le retentissement fonctionnel, les troubles cognitifs ou psychologiques associés, l'étiologie de l'obésité, parce qu'il y a plein de types d'obésité, on en parlera, le comportement alimentaire et la trajectoire pondérale. Et on peut se rendre compte qu'un patient avec un IMC à 33 peut se retrouver avec une aggravation d'une maladie chronique ou un retentissement terminal de ces pathologies chroniques associées, ce qui va le classer dans une obésité sévère, malgré un IMC pas si sévère que ça. Et cette classification, elle est là pour nous aider à adresser un peu les patients, puisque un patient, on va dire donc dans la zone verte, va pouvoir être géré par le médecin généraliste, la diététicienne en libéral. Le patient qui rentre dans une seule des cases rouges, évidemment qu'il va falloir le référer à un centre de référence. L'épidémiologie, je trouve que c'est hyper parlant. Vous avez à gauche 1975, à droite 2024. Plus c'est rouge, plus la prévalence de l'obésité augmente dans les pays. Et donc il n'y a pas un pays qui a échappé à l'épidémie obésité. Certainement pas la France non plus, puisque sur les dernières études de 2024, on a quasiment un Français sur deux qui est en surpoids ou en obésité en France métropolitaine, une prévalence qui fait qu'augmenter sur les courbes. Et puis en Aquitaine, on n'est pas des très bons élèves, puisque la moyenne nationale, elle est de 18,1% de prévalence de l'obésité. En Nouvelle-Aquitaine, on est à 19,8%, ce qui fait que quasiment un adulte sur 5 est quand même obèse. L'obésité, ça vient d'où? C'est vrai que pour arriver à un excès de masse grasse important, à un moment donné, il y a forcément eu des apports supérieurs aux besoins qui a favorisé l'obésité. Mais au moment où vous voyez votre patient, vous ne pouvez pas être sûr à 100% que ces apports soient supérieurs à ses besoins aujourd'hui. Et puis l'obésité, c'est pas juste manger et bouger, c'est évidemment les productions alimentaires qui vont avoir une influence sur les consommations alimentaires, l'activité physique individuelle, mais aussi l'activité physique environnementale. Quand on est en zone urbaine ou en zone rurale, on ne peut pas avoir la même activité dans la vie de tous les jours. Il y a évidemment de l'influence sociétale, une part extrêmement importante de la psychologie et une part extrêmement importante également de la génétique. Donc c'est pas aussi simple que bien manger et bien bouger. Il y a une étude américaine qui a voulu phénotyper l'obésité et elle a identifié un peu 4 types d'obésité différents. On va le faire rapidement, mais le hungry brain, qui serait en fait des patients qui ont des difficultés à ressentir la satiété pendant le repas. En théorie, vous mangez et pendant le repas, vous sentez que vous n'avez plus à avoir faim et vous arrêtez de manger. Là, il y a des patients qui vont avoir une satiation qui peut être un peu pathologique, à différencier de l'hungry gut, qui lui va être un patient qui va avoir peu de périodes où il ne va pas manger. Il va avoir une faim ressentie assez rapidement et donc une satiété entre les repas qui va être moins bien perçue. Il y a l'alimentation émotionnelle, où là, l'alimentation a un peu un rôle doudou, médicament qui va contrer l'anxiété élevée. Et puis, il y a les slow burners, qui sont des patients qui vont avoir des dépenses énergétiques un peu basses et qui vont stocker un peu plus. Donc, on se rend bien compte que ces patients-là, on ne peut pas tous les traiter de la même manière. Ils n'ont pas une obésité qui est identique.
Et avant de parler du traitement de l'obésité, je veux juste faire un petit point sur l'obésité sarcopénique, parce que c'est important. Donc globalement, c'est l'association d'une obésité et d'une sarcopénie. La sarcopénie, c'est une perturbation de la force musculaire. Donc les patients, on leur fait serrer des dynamomètres pour coter leur force. Ils ont une force qui est abaissée. Et on va mesurer leur masse musculaire également. Et on se rend compte que la masse musculaire est abaissée. Donc fonction et masse musculaire abaissée, sarcopénie. Ce sont des patients qu'on ne va pas pouvoir prendre en charge de la même manière qu'un patient non sarcopénique. Il va falloir d'abord leur faire refaire du muscle, soigner leurs muscles, avant de leur faire perdre du poids. La sarcopénie est due à l'obésité? Alors, le facteur de risque de l'obésité sarcopénique, c'est l'âge. En gériatrie, obésité ou pas obésité, il y a beaucoup plus de patients sarcopéniques. Donc il y a l'âge, il y a les pathologies chroniques. Elle n'est pas que liée à l'obésité, mais après, il y a un cercle vicieux qui fait que ça s'entretient. Parce que je bouge moins quand je suis obèse, comme il y a une obésité importante, je vais moins bouger, je vais moins utiliser les muscles. Et le cercle vicieux, alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a de la micro-inflammation, il y a plein d'autres choses. Donc, globalement, c'est un peu ça. Et c'est important de comprendre qu'un obèse, un patient souffrant d'obésité peut être dénutri. Nous, dans le service, on a des patients avec des IMC à 50, 60, à qui on se retrouve à poser des sondes nasogastriques pour les renourrir avant de leur faire perdre du poids. Donc, obésité ne veut pas dire plein de réserves et en bonne santé. Obésité peut aussi être associée à de la dénutrition. Il ne faut pas passer à côté. Donc, prendre en charge l'obésité, c'est déjà se poser la question de qu'est-ce que je veux faire. C'est pas juste un poids, je ne veux pas lui faire perdre 10 kilos ou les patients ont un peu souvent cette idée de refaire le poids qu'ils faisaient à leur mariage. C'est pas ça mon boulot, c'est pas ça. Mon boulot, c'est de les aider à perdre du poids et déterminer avec eux le pourcentage de perte de poids qu'on veut leur faire perdre. Parce que le pourcentage de perte de poids va influer sur les différentes comorbidités. Par exemple, pour guérir d'un syndrome des apnées du sommeil, on sait qu'il faut une perte de poids d'au moins 15%. Pour l'hyperglycémie à jeun, le diabète qui ne s'est pas encore installé, 6 à 8% du poids peut permettre d'éviter qu'un diabète s'installe. La rémission du diabète, dépendant de l'âge, de la durée du diabète, ça va être un peu différent, mais voilà, il faut définir un peu avec les patients le poids qu'on veut leur faire perdre et pourquoi on veut faire perdre autant de poids. Cette détermination du poids, c'est l'objectif, c'est un pas théorique pour eux ou c'est par rapport à leur masse actuelle C'est en pourcentage de perte de poids, par rapport au poids qu'ils font actuellement, voire même par rapport au poids maximal qu'ils ont fait. Parce que quand on a eu un poids maximal très élevé, on va toujours être bloqué par ce poids qui a été un jour atteint. C'est pas une valeur absolue Non. J'étais obligée de vous le mettre. Le traitement de l'obésité, c'est forcément ça passera toujours par ça. En France, on n'est pas très bon là-dessus. Mais évidemment qu'il faut bouger, au moins 2h30 par semaine, associé à du renforcement musculaire. Évidemment qu'il faut manger des fruits et légumes, on dit 5 fruits et légumes par jour, mais en fait c'est pas 5 fruits, c'est 5 fruits et légumes. Les produits laitiers sont vos amis pour la vie, c'est vrai, il y en a besoin pour une alimentation équilibrée. Des féculents à chaque repas, il y en a besoin, on ne va pas ne pas en manger le soir parce que le soir on dépense moins et tout ça, non. Une alimentation équilibrée, c'est bien défini. Il y a beaucoup d'études, on sait ce que c'est une alimentation équilibrée. Et tant que ça, c'est pas pris en charge, tout ce qu'on va pouvoir proposer après va moins bien fonctionner, voire même ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est la base de la base. Et il y a un métier génial qui s'appelle diététicien, diététicienne, dont c'est le travail. Et il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur eux, que ce soit dans un service hospitalier ou en libéral. Certes, ce n'est pas remboursé, mais clairement, on ne peut pas prendre en charge une obésité sans passer par cette première étape essentielle. Et puis après, il y a la chirurgie de l'obésité, dans la prise en charge de l'obésité. Il y a des recommandations qui sont très bien faites, assez récentes. Je ne suis pas chirurgienne, je ne vais pas vous détailler les différents types de chirurgie, mais il y a des indications, des contre-indications et des effets attendus. La chirurgie de l'obésité, ça marche, ça fait perdre du poids. Clairement, vous avez ici les résultats de SOS, qui est une étude scandinave. En vert, vous avez la courbe des gastric bypass, orange, l'anneau, et en violet, sleeve ou ancienne sleeve. À 2 ans de la chirurgie, après un bypass, on espère atteindre des pertes de poids estimées à 30% du poids initial, ce qui est énorme. Un peu moins avec l'anneau et la sleeve, mais ça fonctionne pour faire perdre du poids et ça fonctionne pour protéger au niveau cardiovasculaire. Vous avez les événements cardiovasculaires, il y a une protection nette du groupe de patients qui a été opéré d'une chirurgie bariatrique et donc qui a perdu du poids versus le groupe contrôle.
Hop. Et puis sont apparus les médicaments de l'obésité. Donc avant, pendant très longtemps, on a eu le mieux bouger, mieux manger, puis la chirurgie si on pense que c'est une bonne idée, et puis les médicaments là arrivent. Ces médicaments, ils sont basés sur le système des incrétines, qui sont des hormones qu'on sécrète tous à la fin d'un repas. Quand on mange, on va tous sécréter du GLP-1, du GIP, du glucagon, et ils ont des effets vraiment sur plein de choses. Sur le foie pour diminuer la stéatose, sur le cœur, vous en parlerez, sur le cerveau pour diminuer la sensation de faim, sur l'estomac pour diminuer la vidange gastrique, sur le tissu adipeux aussi et l'insulinosensibilité. Donc ils ont beaucoup d'effets. Là, vous avez les résultats des études. Alors c'est 2023, il est plus hyper à jour, mais on s'intéresse au sémaglutide 2.4 en sous-cutané hebdomadaire. Dans les études, ce qui n'est pas les mêmes chiffres que la vraie vie, mais dans les études, on peut espérer une perte de poids à 17%. À côté, vous avez le tirzépatide. Donc là, c'est GLP-1 et GIP avec des pertes de poids à 22%. Et puis le rétatrutide, qui lui est un triple analogue, glucagon, GLP-1 et GIP, avec des pertes de poids quand même assez impressionnantes. Je vous dis, la chirurgie bariatrique, 30%. Là, on est à 25%, donc on s'y approche quand même. Dans le service, on a des patients qui font partie de cette étude le rétatrutide, là, il y a une étude de sécurité cardiovasculaire actuellement. On a des patients qui ont eu le traitement. Les résultats sont impressionnants. Enfin, c'est vraiment impressionnant. La problématique actuelle de ces médicaments, c'est qu'aujourd'hui en France, ils ne sont pas remboursés. 300 € par mois à peu près. La primo-prescription est encore à l'endocrinologue ou au nutritionniste, mais ça c'est sûr que ça va s'ouvrir. Et c'est des traitements qui quand même doivent être préparés. C'est pas on rajoute ça sur l'ordonnance et puis on se revoit après. Il y a quand même une consultation de mise sous traitement. Moi, ça me prend 25 minutes. C'est pour juste exposer les effets secondaires, savoir ce qui va se passer, à quel moment on doit s'inquiéter ou pas. C'est long. Et quand c'est bien préparé, c'est mieux. Il est commercialisé en France, le dernier? Le rétatrutide, non. Pour l'instant, c'est que dans les essais. Au-delà de la perte de poids, l'étude SELECT avec l'efficacité sur la prévention cardiovasculaire, sur le risque de décompensation d'insuffisance cardiaque, ok. Et puis pas que en fait, parce que le tirzépatide, il y a une étude très bien faite qui montre que ça guérit les apnées du sommeil. Pas ça les traite, les appareils, non, ça les guérit. Il y a des études sur les arthrites, il y a des études sur les addictions, il y a des études sur le Parkinson, il y a des études sur énormément de choses. Donc il y a beaucoup de littérature sur ces traitements-là actuellement. Et en fait, ça, c'est un peu la grande mode dans les congrès endocrino, nutrition. Est-ce qu'il y a encore une place pour la chirurgie bariatrique? Vous voyez, les derniers triples analogues, les pertes de poids sont importantes, on s'en rapproche. Donc, spoiler, évidemment qu'il y a encore une place pour la chirurgie. La perte de poids, initialement, elle est très forte et importante. On sait qu'il y a une protection de certains cancers. On sait que c'est très efficace pour les patients avec des IMC très importants. Donc évidemment qu'il y a toujours une place et qu'il y aura toujours une place pour la chirurgie bariatrique. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de proposer une prise en charge un peu spécialisée. C'est pas un patient obèse, on a vu, il y en a plusieurs types. Et les thérapeutiques qu'on va pouvoir leur proposer ne vont pas être toujours les mêmes. Donc là, sur chaque graphique, vous avez en pointillé aucune incidence sur le poids. Et puis, quand vous avancez vers la droite, il y a une perte de poids. Vers la gauche, une prise de poids. On se rend compte que sous traitement, il y a quand même des gens qui prennent du poids. Donc, il y a des non-répondeurs au traitement. L'idée va être un peu d'essayer de phénotyper ces gens-là. Pourquoi ces gens-là qui perdent beaucoup de poids sur tirzépatide, pourquoi eux? Et si on se retrouve plutôt vers quelque chose où on se dit on va avoir une efficacité modérée, peut-être le proposer, mais aller vers la chirurgie qui sera peut-être plus efficace aussi. Donc l'idée, c'est un peu de comprendre les patients pour leur proposer une prise en charge un peu plus spécialisée. Et donc on revient à nos 4 phénotypes. C'est une étude américaine. En Amérique, ils ont beaucoup plus de traitements que nous, on a pour la prise en charge de l'obésité, mais ils proposaient des traitements différents selon le type d'obésité. Et les résultats sur la perte de poids, en bleu, des patients qui ont été phénotypés et qui ont eu un traitement vraiment adapté à leur phénotype. En rouge, on a mis le traitement de base qu'on met à tout le monde. Ça marche mieux de proposer une médecine spécialisée. On s'en doutait, mais on n'est pas surpris, mais c'est important de l'avoir démontré. Et puis probablement qu'on va arriver vers des traitements combinés. L'idée, c'est de se dire que l'obésité, c'est une maladie chronique, comme l'hypertension artérielle ou le diabète.
d'abord il y a un médicament, puis il y a un deuxième médicament, ça va être la même chose. Ça, c'est une étude qui est hyper bien faite aussi. C'est des patients qui ont eu une chirurgie bariatrique. À 1 an, la perte de poids est insuffisante. Donc, on a testé ces patients, charge glucose, et on a mesuré le GLP1, qu'on produit tous encore une fois. Ceux qui avaient des réponses pathologiques, ils les ont supplémentés en GLP1 en leur mettant le liraglutide, qui est le Saxenda en France. Et ces patients-là, qui avaient une perte de poids insuffisante après la chirurgie bariatrique, finalement ont relancé une perte de poids avec des pertes de poids qui sont quand même plus importantes. Alors que dans le placebo, pas trop. Donc, l'idée, c'est de se dire que l'obésité, c'est une maladie chronique et qu'il y a plusieurs obésités. Il n'y a pas un type d'obésité, on est persuadé, il y en a plusieurs. Il faut insister sur les modifications des régimes diététiques. On ne peut pas s'en passer si c'est mal fait ou pas bien fait. Les autres choses après vont moins bien fonctionner. Et il faut proposer, je pense, une médecine spécialisée par une équipe spécialisée. Je suis obligée de faire l'appui du service, mais pour avoir une prise en charge spécialisée de ces patients. Je vous remercie. Merci Marie pour ce clair topo. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Alors, débuter par les mesures génétiques, ça c'est certain, mais souvent c'est des gens qui ont fait ça toute leur vie presque. Normal, je dis bien souvent, parce que quand on parle de génétique, on a un peu comme ça, puis on les mains sont brûlées, c'est déjà difficile de les faire aller chez des diététiciennes. Souvent, donc, ils ont une vie de régime, on va dire, pas efficace. Ils sont un peu découragés. Elle dit qu'il faut commencer par ça. Je dis, je suis bien d'accord. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on ne peut pas comment? Parce que vous ne commencez pas par ça avec autre chose pour les inciter, les encourager, leur donner un résultat comme ça. Parce que le diététique, alors quand ils sont hospitalisés pendant 3 jours, oui, une semaine. Après, quand ils rentrent chez eux, c'est. Voilà, c'est pas ça. La prise en charge de l'obésité est en train de changer parce que justement il y a accès aux thérapeutiques maintenant et que ça va être plus facile de poursuivre des modifications du mode de vie quand en ayant mangé mieux, bougé plus, le premier mois j'ai déjà perdu 3 kilos. Si j'ai pas le traitement, le premier mois j'ai perdu 500 grammes peut-être. C'est logique, ça met du temps, c'est normal. Donc oui, évidemment que c'est intéressant et que ça va les motiver à continuer plus. C'est un peu une béquille qui va les aider et les encourager à poursuivre leurs modifications. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que mettre le médicament sans qu'il y ait la prise en charge à côté ne fonctionne pas. C'est-à-dire que continuer à manger de manière non équilibrée, mais en plus petite quantité parce que j'ai un médicament qui fait que j'ai moins faim, ok, on va perdre du poids, mais à l'arrêt du traitement, si raison X ou Y, le traitement, il faut voir qu'au fur et à mesure, les patients commencent à s'habituer, ils ont moins les effets, et donc on peut revoir s'il n'y a pas eu de prise en charge diététique associée. On peut revoir des patients qui échappent au traitement parce qu'il n'y a pas eu la prise en charge associée. Est-ce que ça vous arrive de débuter les traitements puis de les arrêter justement parce qu'ils ont toujours un peu normal et qu'ils ont des buts? Alors du coup, poids normal, c'est pas ça l'objectif. Non, enfin, ouais, vraiment. On l'a arrêté. En fait, on a pu avoir accès au traitement là sous la forme de l'accès précoce. Donc les patients ne le déboursaient pas. C'était le laboratoire qui le donnait. Et on a des patients chez qui on l'a arrêté parce qu'il y avait une perte de poids trop importante et que ça nous faisait peur à nous. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de perte de poids trop importante. Vraiment, c'était assez impressionnant. Et à l'arrêt du traitement, on voit le poids qui recommence à remonter, on le remet. Et en fait, je pense que c'est un traitement qui est le traitement d'une maladie chronique, comme le traitement, je prends souvent l'hypertension artérielle. Quand on met un traitement pour l'hypertension artérielle, on n'arrête pas une fois que la tension s'est normalisée. On le poursuit longtemps. Et probablement que c'est des traitements qui seront à poursuivre très longtemps. C'était super, vous avez un super centre sur Bordeaux, mais est-ce que vous avez des relais dans les centres périphériques? Parce que nous, c'est vrai qu'on parle de Bayonne, mais c'est une maladie qui est complexe, il faut des médecins, en tout cas des soignants qui soient spécialisés sur l'obésité, et on est démunis en tout cas sur à qui adresser ces patients-là. Parce que ça va être une nutritionniste certes, mais il ne va pas y avoir la psychologue qui va être spécialisée. Alors il y a un centre chirurgical, mais qui ne fait pas le côté un peu endocrinologique, ils font la psychologie à travers la chirurgie. Et en fait, il n'y a pas de centre, en tout cas moi je parle sur le Pays Basque, où il y a cet aspect médical, psy, social, exercice physique,
Et même, on pourrait espérer des centres avec des cardiologues associés. Enfin, je pense que c'est des centres de l'obésité qui vont devoir se développer avec des gens experts. Et donc, est-ce que vous avez des relais dans les... Mais nous, on n'est pas que CHU, on est CSO. CSO, ça veut dire qu'il y a c'est quelque chose qui a été créé par les ARS. Il y a 37 centres en France. Et c'est un peu notre boulot. Moi, je travaille entre médecins coordinatrices du CSO. Et c'est le rôle qu'on essaye de faire et qu'on... Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés par la prise en charge de l'obésité. Alors, ah non, c'est pas du tout ça, mais on a fait un topo. Donc, il y a peu de gens qui sont intéressés par l'obésité. Je pense que l'avènement des médicaments va faire qu'on va être un peu plus... Enfin, voilà, on sent quand même que tout le monde s'en empare un petit peu. Et donc, on organise des journées de formation. On essaye de travailler avec les autres CSO. Et ce qu'il faut voir, c'est que Bayonne, il n'y a pas de CSO, justement, et c'était Pau, avant une clinique qui avait oui, on nous a dit ça. Et du coup, là, ils sont en train de changer. Et le CH de Bayonne discute de se positionner ou pas pour devenir CSO. Et s'ils sont CSO, ça veut dire qu'il y a des moyens, parce qu'il y a l'ARS. Et donc, ça veut dire qu'on peut imaginer embaucher alors surtout dans une ville aussi attractive que Bayonne, je pense qu'ils trouveront sans problème, mais embaucher du monde qui veut travailler là-dedans et qui pourra bien faire les choses. Mais ça bouge, c'est en train de bouger en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas satisfaisant maintenant. Oui, parce qu'on voit que les patients ne sont pas pris en charge comme il faut dans leur globalité. Et nous, les endocs, on leur adresse où on met le traitement, mais non, pas dans l'obésité, on leur adresse, mais les endocs le disent très bien qu'ils n'ont pas le temps pour faire tout côté nutritionnel et psy, et du coup, ça ne répond pas à toutes les questions de l'obésité. Je rebondis là-dessus parce que dans les Landes, justement, il y a un centre qui s'appelle le centre Libellen, où ils sont en train d'organiser une team qui vient. Ok, le centre comment vous dites? Centre Libellen. Ok. D'accord, je t'ai pas au courant, je savais pas. Avec justement l'aspect psychologique, etc. Donc ils sont coordonnés avec l'hôpital de Dax et le service du docteur Lolon. Super, oui, ok. Oui. Ça va vraiment, je pense, très bien fonctionner. C'est sûr. Tout le monde adresse les patients. Voilà, c'est super, génial. Ouais, une dernière question. Terre à terre, à part nous, les cardiologues, quand on a les patients en consultation, à partir de quand adresser les patients? À partir de si vous laissez sur uniquement le BMI? Et ben ça, non, ça c'est la deuxième diapo. Je reviens. C'est cette diapo. Franchement, le tableau, il est un peu imbuvable, mais il faut comprendre que un IMC à 33 avec une insuffisance cardiaque gravissime, on juge qu'il a besoin de perdre du poids, oui, on l'adresse dans un centre spécialisé. Un IMC supérieur à 50, oui, il va falloir quand même aller un peu plus loin, mais il y a des zones un peu floues de l'IMC 38 qui commence à avoir un diabète qui arrive. Lui, il peut d'abord commencer une prise en charge en libéral, en sachant qu'on sait très bien que le libéral, l'obésité, c'est compliqué, mais la consultation chez la diététicienne et le suivi chez la diététicienne, ça marche. Quand c'est bien fait, ça fait perdre 6 à 8% du poids. C'est vraiment pas rien, c'est pas négligeable, donc ça marche, il ne faut pas hésiter. Mais dès qu'il y a une pathologie, vraiment, il y a un retentissement d'une pathologie grave, évidemment qu'il faut nous les adresser. Justement là-dessus, sur l'idée du prix de suivi par une diététicienne en libéral, sachant qu'il n'y a pas de remboursement. Ça, alors il y a des mutuelles qui remboursent les consultations chez les diètes, comme des mutuelles qui remboursent des consultations chez les psys, donc il faut se renseigner. Et la diététicienne, au début, ce que souvent elles font, c'est il y a une consultation par semaine le premier mois, et puis on espace. Et sur la fin, ça peut être une consultation tous les 3 mois. La consultation chez la diététicienne, dépendant de la diététicienne, c'est entre 35 et 60 euros. Plus c'est l'analogue du GLP-1. Voilà. Ça coûte vite cher en fait. Ça coûte vite, mais évidemment, c'est pas pour tout le monde. Il n'y a pas des perspectives de prise en charge 100% quand on voit l'évolution de l'obésité. Si, c'est en train de se discuter et tout ça, mais je pense que c'est important. C'est très bien de rembourser les médicaments, mais il faut aussi se dire que quand on est il y a un plan obésité qui existe, une lutte contre l'obésité, il faut rembourser les consultations chez la diététicienne. C'est ce que j'allais dire, c'est les consultations. Évidemment. C'est cher, on passe en consultation, mais les dépenses 10 euros par jour, on pose des questions. Oui. C'est pas si cher que ça quand même. Non, mais ça dépend le prix qu'on est prêt à mettre là-dedans, si c'est nécessaire. Il n'y a pas rien. Ah oui, mais c'est sûr. Parce qu'il y a un large frein là-dessus sur certains patients. En travaillant au CHU, chez quasiment tous les patients. Hein. Ah oui. Et puis, vraiment, nous, en plus, on a cette prise de CHU où vraiment, les patients n'ont pas les moyens. Oui, parce que diète plus analogue GLP-1, c'est plus qu'un paquet de cigarettes par jour. Ah oui.
Bon, merci Marie, on va essayer de tenir le timing. On n'a pas de l'absence. Je suis pas dans les